Bonjour. Alors, comme promis, je vous montre un petit peu le tarot, The Tarot of the Abyss. Donc, voici à quoi ressemble la boîte. Voilà, voilà, si vous le cherchez. Alors, caractéristique déjà intéressante de ce tarot, c'est qu'on a 2 3 d'épée et 2 10 d'épée. Et ça permet de choisir quelle est l'interprétation qu'on préfère, soit l'interprétation classique Rider-Waite, soit une interprétation qui serait plus proche dans l'esprit de celle qu'on devrait avoir pour le tarot de Marseille, donc en utilisant la numérologie pythagoricienne. Donc, je vous montre juste les 2 cartes qui sont conformes au canon du Rider-Waite, donc le 3 d'épée et le 10 d'épée, parce que moi je les utilise pas, je préfère utiliser la numérologie pythagoricienne, parce que je préfère le Marseille, et donc voilà, donc j'ai préféré enlever, puisque j'ai eu le choix, ces 2 cartes du jeu, et vous voyez combien est cruelle cette carte du 10 d'épée, où on voit quelqu'un qui semble demander de l'aide, qui est perforé de 9 épées, et la personne qui vient vers elle tient la 10e épée, et donc ne va pas l'aider, mais va au contraire lui l'affliger d'un coup de grâce. Donc c'est terrible, mais ça donne une petite idée du côté assez incisif et aigu de ce tarot. Donc voilà, il y a un petit livret qui est fort utile, parce qu'il parle de l'interprétation des cartes aussi en fonction de ce qu'on voit dessus, la vision de l'auteur, donc c'est bien. Donc on va commencer par les majeurs, voilà. Donc les majeurs sont presque classiques quand même. Alors on a le fou, hop, qui est un personnage féminin. Alors j'espère qu'on voit bien parce que c'est pas évident. Voilà. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, de m'attarder sur les cartes les plus intéressantes. Le magicien est magnifique. Alors vous allez voir que le tarot est très et plein de représentations végétales, beaucoup de racines un peu partout et de branches. Et donc ce magicien représente un être qui a quelque chose d'un arbre, c'est-à-dire qui plonge ses racines dans le sol et qui s'épanouit au niveau de son branchage au niveau du ciel. Et entre les deux, son cœur qui agit comme une espèce de vortex, qui est le centre énergétique de cet être. Hein. Donc la grande prêtresse est assez classique, l'impératrice aussi, l'empereur c'est la carte qui est représentée sur la boîte, et voilà ma carte préférée, donc qui est le pape, The Wise One, qui représente donc un homme médecine amérindien, et elle est extrêmement belle. Alors les amoureux, ce sont donc 2 arbres enlacés. Ah, j'aime bien le chariot. Le chariot est intéressant, il reprend les oies. Dans les tarots anciens, le chariot est traîné par 2 oies. Et là, on reprend l'idée des oies, mais ces oies, elles sont plus au sol et le chariot n'existe plus. Elles volent. Et donc, voilà, le chariot est libéré, il est céleste. C'est très, 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 très beau. La force est splendide. Donc, la force est en 8. Elle est
Elle est émouvante, elle dégage beaucoup de tendresse et de force. C'est la force tranquille. Voilà l'ermite. La roue de fortune. La justice. Alors le seul indice ici qui nous montre qu'on a affaire à la justice, c'est l'œil du personnage féminin. On voit se refléter dans son œil une balance. Alors, cette carte est fabuleuse, c'est le pendu. Alors, le pendu, donc il n'y est pas, et ça représente ce que voit le pendu quand il est pendu, c'est-à-dire le monde à l'envers. Si je mets la carte à l'envers, donc on voit le monde à l'endroit. Donc on voit deux oiseaux qui volent au-dessus d'un paysage. Mais donc, là on est proche du sens de la carte qui indique un changement de perspective et d'angle de vue. Plutôt que d'être arrêté en fait, d'être freiné. C'est cet angle d'interprétation de la carte qui a été choisi. Et je trouve que c'est unique en son genre. Vraiment, très très bonne idée. La mort est unique, hein. Donc on a un être un peu étrange qui représente la mort et qui est en même temps une espèce d'arbre. Voilà, voici la tempérance. Donc l'idée du mélange des deux fluides énergétiques. Voilà. Le diable, je vous l'ai montré, il est extraordinaire pour représenter une situation de dépendance affective. Je crois qu'on ne peut pas trouver de meilleure carte pour ça, pour illustrer ce problème. La tour. L'étoile est très très belle. L'étoile, donc on a un personnage féminin qui se contorsionne pour et tend sa main vers cette magnifique étoile. La lune est très intéressante. On a donc deux personnages, un couple. Chacun se tient sur une falaise et sont séparés par ce vide entre eux. Et leurs chevelures se rejoignent au niveau de la lune. Elle est très belle cette carte. Le soleil, alors le soleil est intéressant, c'est un soleil un peu spécial. Au sommet de ce soleil, on voit des végétaux qui croissent, et en haut, alors qu'on a une espèce de rose qui commence à éclore, on a un signe de l'infini au-dessus de la carte. Ah, encore une carte fabuleuse, le jugement, qui représente en fait un être qui quitte sa vieille peau, qui laisse au sol sa vieille peau et qui sort comme un papillon de sa chrysalide. Et c'est un homme ailé, un ange. Enfin, elle est très 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 belle cette carte du jugement. Et le monde, c'est pareil, c'est un serpent qui se mord la queue et qui a été tordu. Donc on a cette idée d'infini doublement exprimée par ce serpent. On a en haut un œil et en bas, dans la boucle inférieure, on a un enfant, un bébé dans un utérus. C'est très très beau. Je trouve ce tarot vraiment incroyable. Et donc on arrive maintenant aux mineurs. Alors j'essaie d'aller vite, mais quand même il y a des choses qui je ne vais pas pouvoir passer rapidement dessus parce que c'est assez important. Donc on a un as de denier, ici c'est les deniers, donc on a encore vraiment cette idée de fruits qui germent et qui donne naissance à un arbre qui porte lui-même des fruits. Elle est très très belle cette carte. Le 2 de denier est classique, le 3 de denier est très beau et aussi très classique. Pareil pour le 4, là on est bien dans du Rider-Waite. Le 5 aussi, on est bien. Voilà pour le 6 aussi. Le 7, là on a quelqu'un qui va faire cuire son pain, donc c'est pareil, on a les fruits du labeur qui sont récoltés, là cette fois-ci sous la forme d'un pain.
Donc voici le 8 de denier. Et là, on arrive au 9 de denier, qui est très intéressant, représenté par une femme, une vieille femme qui tient entre ses mains un oiseau. Cette vieille femme, elle n'est pas affligée par l'âge, elle n'est pas affligée par la maladie, elle est bien dans ses baskets, elle est heureuse, elle est donc dans un état de complétude et de sérénité. Donc voici le 10 de denier. Donc on voit les détails, hein, un arbre, des escaliers, une famille qui... Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans toutes les figures de cours, de toutes les séries, de toutes les suites de ce jeu, c'est qu'elle raconte une histoire. Donc, dans le valet de denier, on a un valet qui trouve une clé. Le chevalier de denier chemine. Il a la clé autour du cou et il chemine tranquillement avec son cheval. Alors, conforme au chevalier de denier qui inspire cette idée d'être lent, il chemine à côté de son cheval. La reine de denier, elle trouve le trésor qui est enterré et elle a la clé, donc elle se saisit des deniers. Et pour finir, le roi, lui, il a les deniers et carrément, il les tient dans sa main, il le porte contre lui. Voilà. On arrive dans les bâtons. Alors les bâtons, très intéressants aussi. Donc voici l'as de bâton. Le 2 de bâton, le 3 de bâton sont classiques, hein, sont conformes au Rider-Waite, à peu près. Hein. Enfin, avec pas exactement dans la forme, mais voilà, on n'est pas dépaysé. Le 5 de bâton, il est très mignon. Ça pique pas. C'est pas une carte qui pique. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton aussi est conforme à ce qu'on pourrait voir dans des cartes classiques. Le 8 de bâton est très joli. C'est un vol de doigts sauvages au-dessus des 8 bâtons. Le 9 de bâton. Voilà. Le 10 de bâton, voilà, tout à fait vraiment conforme. Et donc arrivent les figures de cour. Le valet de bâton est une jeune femme qui ramasse des brindilles. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Le chevalier de bâton est celui qui va chercher l'élément feu qu'il tient dans sa main. Donc c'est très intéressant. Et on voit dans le fond la jeune fille qui ramasse le bois. Mais le chevalier, lui, il a l'élément feu dans ses mains. La reine de bâton, elle allume le feu. Et le roi de bâton, eh bien, lui, c'est celui qui bénéficie du feu et qui se chauffe les mains. Voilà. On arrive à la série des épées qui est très intéressante. Alors, il faut que j'arrive à chaque fois à voir. Voilà. C'est la série, toute la suite. Donc voici l'as. Alors, très intéressante, la 2 d'épée. On a quelqu'un qui n'a pas de visage, qui est agenouillé sur 2 épées croisées et qui tient dans chaque main un visage. Elle est vraiment intéressante, cette carte. Le 3 d'épée est très intéressant. Donc là, on a une interprétation pythagorécienne numérologique. On est dans l'acquisition des savoirs, plutôt. La connaissance et la compréhension. Le début de la compréhension et de la conception. Voilà, on a cette idée-là qui est transcrite par le cerveau ouvert avec ces oiseaux. Bon, le 4 de bâton
Pardon, le 4 d'épée est classique, mais on n'a pas le chevalier, on a toutes les armes qui sont reposées au sol. Le 5 d'épée est très spécial, et là, il illustre plutôt une idée de presque de cruauté mentale. Voilà, c'était un peu tordu. Le 6 d'épée, voilà, assez classique. Hein. Pareil, le 7, hein, évidemment, il est classique. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui vole au-dessus donc de ces 8 épées et qui se libère hein, petit à petit de son carcan. Ce qui fait penser un petit peu au diable. Hein. Voici le 9 d'épée. Donc voilà. Et donc voici le 10 d'épée que j'ai choisi, que j'adore. Donc il représente ici la sagesse. Et donc on a un vieil homme qui fait face à une chouette, donc qui est le symbole de la sagesse, et qui porte les 10 épées dessinées juste sur son plumage pour rajouter, pour signifier la carte. Et on a toute la sagesse de ce vieil homme, comme le 9 de denier, hein, c'est son pendant masculin, il est très beau ce vieil homme. Il est rempli de son expérience. Donc l'histoire là, c'est celle des épées, la suite d'épées. Dans les personnages de cour, on a le page d'épée qui ramasse l'épée, c'est donc un personnage féminin, et qui a au-dessus de lui une lumière qui semble figurer la vérité en fait, l'illumination. Le chevalier, lui, eh bien, il a l'épée, il la brandit et il transperce cette vérité, il transperce cette illumination, donc il est dans l'action. La reine d'épée saisit l'épée, elle tient l'épée et elle a donc cette épée de la vérité qu'elle tient entre ses mains. Et le roi d'épée, lui, carrément, il porte comme une couronne la vérité. Peut-être on imagine même qu'elle se trouve au niveau de son chakra coronal. Enfin voilà, donc là on est au cran au-dessus. Et on arrive aux coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe qui est intéressant, c'est-à-dire on a un personnage qui tend sa coupe pour trinquer, devant lui il y a ses deux amis, donc on a bien l'idée de 3. Bon, le 4 de coupe est classique, le 5 de coupe aussi, le 6 de coupe, je vous l'ai montré, il est extraordinairement beau. Le 7 de coupe est classique, on a toutes les coupes au sol et le personnage, il a la tête dans les nuages, il a la tête dans les rêves, il a quitté le sol. La 8 de coupe est très intéressante, on a un personnage féminin qui est très décidé à quitter, laisser derrière lui, oui, le personnage, c'est toutes ses coupes, donc il y en a 7 coupes dans le fond et la 8e coupe, elle la tient dans la main. Et ce personnage la vide, tellement il est là de cette vie et il s'en va chercher cette 9e coupe. Mais elle est très intéressante parce que elle a cette énergie du ras-le-bol, je m'en vais, je laisse tout et j'y vais. Voilà le 9 de coupe. Voilà le 10 de coupe. Alors là, on a un personnage féminin avec son enfant dans le dos qui tient la main d'un personnage masculin et qui l'invite, en gros, vers un avenir radieux. Et là, donc, on a notre petite histoire avec nos personnages de cour. On a le page de coupe qui a un sac à dos au sol au-dessus d'une carte. Derrière lui, on voit un navire avec des flots, le pont d'un navire avec des flots agités.
Le chevalier de coupe, lui, il commence à hisser une voile sur le bateau, on dira, qui initie, il fait partie de la marche du bateau. La reine de coupe, elle est appuyée au rebord du bateau, songeuse, avec, elle tient cette coupe et elle est entourée de ces vagues tumultueuses, ses cheveux sont dans le vent, c'est très 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 beau. Et, euh, et le roi de coupe, lui, il tient sa coupe, il est debout carrément sur, sur la rambarde, en pleine possession de sa force et de ses moyens. Il défie le mauvais temps, il défie la houle. Il se tient à peine à une corde, à un cordage. Voilà. Donc voici pour ce Tarot of the Abyss, qui est vraiment intéressant et unique en son genre. Et vous voyez, bien qu'il soit en noir et blanc, le fait qu'il n'y ait pas de couleur en réalité nous permet plus d'être imprégné des détails et de chercher dans la profondeur des cartes leur sens profond, ou nous de leur donner un sens qui nous touche euh, ou une interprétation qui nous correspond. C'est vraiment un magnifique tarot. Voilà. Et bien merci de m'avoir écouté.